Pendant 27 ans, l'Angola était plongé dans une guerre sans fin. L'espoir d'un cessez-le-feu durable et définitif n'y était même plus. Vieux, jeunes, hommes, femmes et même les enfants ont pris des armes. De 1975 à 2002, elle fait entre 500 000 et 1 million de morts. Elle provoque plus de 4 millions de déplacés et laisse un pays ravagé. Infrastructures détruites, générations traumatisées, pays rempli de mines antipersonnelles, causant ainsi la mort et les amputations des pieds à ceux qui n'ont rien demandé. Née au moment de l'indépendance de l'Angola, la guerre oppose à la base le MPLA, le FNLA et l'UNITA. Avant de continuer uniquement avec le MPLA, mouvement marxiste soutenu par l'URSS et Cuba, à l'UNITA de Jonas Savimbi, farouchement anticommuniste et soutenu par l'Occident. Très vite, le conflit dépasse les frontières angolaises et devient un champ de bataille idéologique mondial. Le communisme contre le capitalisme, Moscou et la Havane contre Washington et ses alliés. Dans ce contexte, l'UNITA reçoit un soutien aussi massif que controversé, notamment de l'Afrique du Sud de l'apartheid, une alliance paradoxale mais nécessaire pour son mouvement. Dans cette première partie de la guerre angolaise de 1975 à 1991, nous allons aborder les différentes batailles, l'entrée de la SWAPO et de la SADF, les accords de New York, du retrait sud-africain et de l'indépendance de la Namibie. Au début des années 1960, face à l'exploitation, au racisme colonial et à l'absence totale de droits politiques, une guerre d'indépendance éclate. Trois mouvements anticoloniaux se forment, chacun avec sa vision du futur Angola et ses zones d'influence. Le MPLA, implanté principalement autour de Luanda et dans certaines zones urbaines, marqué idéologiquement par le marxisme et les liens avec l'URSS. Le FNLA, plus présent au nord, soutenu par le Zaïre voisin, la Chine et d'autres pays africains comme la Tunisie. L'UNITA, dirigée par Jonas Savimbi, implanté dans le centre-sud rural, est soutenue par l'Afrique du Sud et les pays occidentaux, car contre le communisme. Cette rivalité existait déjà avant l'indépendance. Chaque mouvement cherche à être reconnu comme le seul représentant légitime du peuple angolais. En avril 1974, un mouvement lointain change tout. Au Portugal, la révolution des Oyer met fin à la dictature de Salazar et Caetano. Le nouveau pouvoir décide rapidement d'abandonner ses colonies. Pour les Angolais, une question cruciale se pose. Qui dirigera le pays après le départ du Portugal ? En janvier 1975, le Portugal tente d'organiser une transition pacifique avec les accords d'Alvor, qui prévoient notamment un gouvernement provisoire composé des trois mouvements. En théorie, l'indépendance doit être partagée. En réalité, la méfiance et les rivalités sont trop fortes. Dès le milieu de l'année, des combats éclatent entre milices du MPLA, du FNLA et de l'UNITA pour le contrôle des villes, des routes, des ports, bref, du futur pouvoir. Lorsque le 11 novembre 1975 arrive, la situation est totalement hors de contrôle. À Luanda, le MPLA s'impose militairement et proclame seul la République populaire d'Angola. Dans le sud, l'UNITA proclame aussi son indépendance et annonce la création d'un gouvernement concurrent. Ce moment marque la fracture. L'indépendance ne devient pas une fête nationale unie, mais le point de départ officiel de la guerre civile. Chacun revendiquant la légitimité de représenter le pays. Autour de Luanda, les combats deviennent féroces. Les milices du MPLA affrontent les forces venues du nord. Les blindés sud-africains s'aventurent jusqu'au cœur du pays. Et les troupes cubaines interviennent pour sécuriser la capitale. Dans ce chaos, la population angolaise, qu'elle soit noire, métisse ou blanche, se retrouve prise entre les lignes de front, déchirée entre les camps et contrainte à l'exil. C'est dans ce contexte explosif où s'entremêlent ambition politique, guerre froide et drames humains que commence l'histoire des batailles entre l'UNITA, MPLA et FNLA, les guerres civiles qu'ont subies les Angolais. Avant d'entrer au cœur de la guerre civile, voyons brièvement chaque acteur et son mouvement. Les trois grands mouvements nationalistes angolais furent portés par des figures marquantes issues d'histoires personnelles, profondément différentes. Holden Roberto, fondateur du FNLA, naît en 1923 dans une famille liée à la noblesse Bakongo et grandit avec la conviction d'un destin politique. Formé à Léopoldville, actuelle Kinshasa, il s'inscrit très tôt dans le nationalisme angolais. Après une crise de succession au royaume du Congo, il participe en 1954 à la création du premier parti politique angolais, l'UPNA, soutenu discrètement par des réseaux occidentaux. Ce mouvement devient l'UPA en 1958, puis fusionne en 1962 pour former le FNLA, qui prendra une place essentielle dans la lutte anticoloniale depuis le nord de l'Angola. Agostinho Neto, né en 1922, fils d'un pasteur et d'une enseignante, étudie la médecine au Portugal, où il subit le racisme et s'engage politiquement. Arrêté à plusieurs reprises et soutenu par de grands intellectuels internationaux, il devient poète de la résistance angolaise.
Son engagement l'amène à participer à la fondation du MPLA en 1956, un mouvement urbain et intellectuel qui s'organise clandestinement face à la répression portugaise. Après sa libération, il s'exile, installe un quartier général du MPLA à l'étranger et mène la lutte armée qui s'étend progressivement dans tout le pays dès 1966. Jonas Savimbi, lui de son côté, né en 1934, issu d'une famille Ovo-Bundu, éduquée par des missions protestantes, développe très tôt une conscience politique. Après des études interrompues, puis une formation en Europe, il revient en Afrique et intègre d'abord l'UPA de Roberto, puis rejette ensuite le MPLA, qu'il juge inefficace militairement. Il cherche alors un soutien extérieur, notamment en Chine, qui forme ses premiers combattants. En 1964, il fonde son propre mouvement, l'UNITA, dont il conçoit la vocation, unir les peuples angolais pour obtenir l'indépendance totale. Ses premiers guerrilleros reçoivent une formation militaire en Chine entre 65 et 66. Sur le plan militaire, chaque mouvement se dote de sa propre armée. Les FAPLA pour le MPLA, qui deviendront l'armée du pays après l'indépendance. L'ELNA pour le FLNA, active depuis le Congo-Kinshasa. Et la FALA pour l'UNITA, structure de guérilla inspirée des modèles asiatiques. Enfin, nous avons le FLEG, dirigé par Henriquez Thiago, qui revendique l'indépendance totale du Cabinda. Ces trajectoires montrent comment des origines sociales, ethniques et idéologiques différentes ont façonné trois visions concurrentes de la libération de l'Angola et ont préparé le terrain à une rivalité qui dépassera la lutte contre le Portugal pour devenir une confrontation interne au pays. Lorsque l'empire colonial portugais en Afrique s'est effondré et que la libération a été obtenue en 1974, les trois groupes, notamment le FNLA, le MPLA et l'UNITA, ont convenu, selon les termes de l'accord d'Alvor, d'un gouvernement tripartite pour la jeune nation. Aucun mouvement angolais ne représentait l'ensemble du peuple. Le MPLA était le mieux structuré, mais suscitait la méfiance à cause de sa direction métisse et de sa base Mbundu. Le FNLA semblait disposer d'un accès privilégié au pouvoir, mais était dominé par un nationalisme bakongo, militariste centré sur Roberto. L'UNITA restait une inconnue, avec une propagande moins efficace que celle du MPLA et de la FNLA, malgré une base Ovo-Bundu importante. Aucun mouvement n'était capable de vaincre l'armée portugaise, qui maintenait son contrôle grâce aux divisions internes et à ses succès militaires sporadiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mouvement avait son orientation. Le FNLA était historiquement centré sur le militaire. Après la promesse d'indépendance, Roberto fit de son mouvement la force la plus puissante, avec l'arrivée d'instructeurs et d'armes chinoises à Kikunzo le 2 juin 1974. Il intensifia les actions contre les Portugais et infiltra des unités rebelles dans le nord de l'Angola. Le FNLA chassa les recruteurs du MPLA et de l'UNITA, consolidant son contrôle militaire. Il signa un cessez-le-feu avec le Portugal le 12 octobre 1974. Elle ouvrit ensuite son premier bureau légal à Luanda, précédé par une marche de 4000 partisans. Du côté de l'UNITA, Savimbi comprit que tout règlement politique profiterait à l'UNITA, donc la base Ovo-Bundu était la plus importante du pays. L'UNITA signa un cessez-le-feu avec le Portugal et commença à renforcer son soutien national et international, séduisant particulièrement la population blanche. Malgré son passé marxiste, Savimbi adopta une posture modérée. Il signa des accords de cessez-le-feu avec le FNLA et le MPLA dans la seconde moitié de 1974. Le 18 décembre 1974, l'UNITA et le MPLA signèrent l'accord luso-angolais pour négocier ensemble avec le Portugal. En mai 1974, le CAL de l'OUA recommanda une aide à l'UNITA, confirmée par l'OUA en novembre 1974. Parallèlement, l'UNITA recrutait depuis sa base au Vibundu. Le MPLA fut secoué par des dissensions internes après le coup d'État portugais. Les factions de Tipenda et d'Andrade défient Neto. Mais les négociations sous pression de Mobutu, Kunda, Nyerere et Ngouabi tentèrent de rétablir l'unité, début septembre 1974, mais sans succès. À la mi-septembre, un congrès révisé réorganisa l'aile politique et militaire et adopta une stratégie unifiée. Le MPLA signe un cessez-le-feu avec le Portugal le 21 octobre 1974 et ouvre un bureau officiel à Luanda le 6 novembre, devant 50 000 personnes. Le haut-commissaire portugais Rosa Coutinho soutenait Neto et le général Francisco da Costa Gomes remplaça Spinola, également favorable au MPLA. Moscou arma exclusivement le MPLA, fournissant 300 millions de dollars de matériel en 1975, incluant les AK-47, des mortiers de 12 mm, des canons sans recul, des mitrailleuses antiaériennes, des chars T-34 et T-54, des PT-76, des MiG-21, des missiles portables SAM-7. Ces fournitures passèrent par Pointe-Noire, par Dar Salem, Cabinda et Luanda, permettant d'armer 5 000 à 7 000 militants.
Les AK-47 furent distribués dans les quartiers populaires de Luanda, influençant ainsi les combats contre le FNLA en 1975. En janvier 1975, le MPLA, l'UNITA et le FNLA étaient tous présents à Luanda. Les Portugais étaient partiellement absents ou favorables au MPLA, tandis que la population blanche envisageait de quitter le pays ou de déclarer une indépendance unilatérale. Les trois mouvements affichaient leur force et leur soutien populaire, préparant la prise de contrôle du futur État. Le président kényan, Jomo Kenyatta, réunit les trois dirigeants et le 5 janvier 1975, ils s'engagèrent à un cessez-le-feu et à une plateforme commune pour négocier avec le Portugal. Accord initialement prévu pour le 10 janvier. Le 15 janvier 1975, l'accord d'Alvor fut signé, prévoyant un gouvernement de coalition transitoire, l'intégration des forces armées, 8 000 hommes pour chaque mouvement, 24 000 pour les forces portugaises. La rédaction d'une nouvelle constitution et des élections générales avant l'indépendance fixées au 11 novembre 1975. L'enclave du Cabinda était incluse dans l'Angola, un cessez-le-feu immédiat était instauré, une amnistie accordée pour les actes patriotiques commis durant la lutte pour la libération. En juin 1975, l'économie était paralysée. Ports, régions agricoles étaient inactifs, mines de diamants fermées et près de 10 000 à 100 000 Ovundu retournèrent dans le sud. Face aux violences, le président kényan Kenyatta organisa un cessez-le-feu entre le MPLA, le FNLA et l'UNITA à Nakuru, du 16 au 21 juin 1975. L'accord prévoyait la libération des prisonniers politiques, le désarmement des civils, la formation d'une armée nationale et la fixation d'une date en octobre pour les élections. Seulement, le 23 juin 1975, des combats vont éclater à Luanda entre le MPLA et le FNLA, avec la destruction de 12 bureaux politiques du FNLA sur 15. L'UNITA n'intervint pas avant août, ne déclarant la guerre au MPLA qu'après l'attaque de son avion à Silva Porto, le 5 août. Les premiers affrontements armés entre les forces du MPLA et celles du FNLA eurent lieu à Luanda en novembre 1974. Ils s'éteignirent rapidement, même si l'atmosphère demeura tendue, car chaque camp cherchait à étendre son influence dans les quartiers de la ville. Une nouvelle série d'affrontements, de plus en plus violents, éclata ensuite entre mars et juillet 1975. Elle fut interrompue à plusieurs reprises par des cessez-le-feu négociés par divers médiateurs, notamment les Portugais et même le président du Kenya. Pendant ce temps, préoccupés par leur retrait, les autorités portugaises étaient de moins en moins disposées à s'impliquer. En avril 1975, elles démobilisèrent la plupart de leurs milices composées de natifs et abandonnèrent simplement leur stock d'armes. Environ 40 000 pistolets, fusils d'assaut, mitrailleuses et munitions furent pillés par les militants du FNLA, du MPLA et de l'UNITA. Le 26 janvier 1975, le FNLA attaque la station Radio Luanda. Il la détruit complètement, tout en enlevant et torturant son directeur adjoint, un membre du MPLA. Le 13 février 1975, le MPLA attaque le quartier général de la faction de Tipenda, forçant les survivants à fuir la capitale. Finalement, Daniel Tipenda, affaibli par la décision des Portugais de l'exclure des accords d'Alvor, n'eut d'autre choix que d'annoncer une fusion avec le FNLA le 22 février. En conséquence, l'ELNA, qui est l'aile militaire du FNLA, fut non seulement renforcée d'au moins 2000 combattants, mais se retrouva également en contrôle de presque tout l'est et le sud de l'Angola. En mars 1975, le FNLA renforça encore son emprise sur le nord de l'Angola, où la présence du MPLA se réduisait à quelques positions isolées et vulnérables. Pendant ce temps, la situation à Luanda atteignait un point d'ébullition. La majorité de la population était soit d'origine métisse, soit mbundu, ce qui favorisait le MPLA. Ainsi, les milices du Poder Popular connurent une croissance rapide et l'équilibre des forces bascula progressivement en faveur du mouvement de Neto. En effet, avant longtemps, ce fut le MPLA qui commença à prendre l'initiative, ayant l'intention d'expulser ses rivaux de la capitale par la force dès que possible. Le 23 mars 1975, les combattants de Holden Roberto attaquent plusieurs positions du MPLA à Luanda, y compris son quartier général à Villa Alice. Cela marqua le début d'une bataille qui dura plusieurs jours, durant laquelle l'ELNA tentait d'expulser le MPLA des bidonvilles de la ville. Une semaine plus tard, les troupes de l'ELNA à Luanda furent renforcées par l'arrivée d'un bataillon motorisé, envoyé depuis le Zaïre, doublant ainsi leur effectif dans la capitale à au moins 1000 hommes. En conséquence, l'ELNA relança son offensive, bien que les résultats restèrent limités. De son côté, soutenu par un nombre croissant de milices du Poder Popular, le MPLA conserva la plupart de ses positions. L'ELNA décida alors de mener sa prochaine grande opération en dehors de la capitale. Le 26 mars 1975, elle attaqua le camp d'entraînement des Fapla à Kakisto, où environ 50 recrues furent tués. Malgré le dernier cessez-le-feu négocié par les Portugais, entré en vigueur le 1er avril, les tensions restèrent vives.
Le 28 avril, dans le but de gâcher les célébrations prévues par son rival pour le 1er mai, l'ELNA lança une attaque coordonnée contre plusieurs bureaux du MPLA dans les bidonvilles de Luanda, ainsi que contre le siège du syndicat contrôlé par le MPLA. Cela déclencha plusieurs jours d'affrontements, faisant au moins 500 morts et 700 blessés, avant qu'un nouveau cessez-le-feu n'entre en vigueur le 12 mai 1975. À cette date, les combats s'étaient déjà étendus à une grande partie du nord et du sud de l'Angola, tandis que les premiers rapports faisaient état de l'entrée de 1200 soldats des forces armées zaïroises sur le territoire afin de renforcer l'ELNA. Après avoir regroupé ses forces disponibles grâce à l'arrivée des premières cargaisons d'armes en provenance de Yougoslavie, et sous la pression croissante de ses militants et commandants, les FAPLA lancèrent une contre-offensive à Luanda. À la fin du mois de mai, elles commencèrent par déployer leurs troupes autour de la ville, coupant ainsi du reste du pays les groupes de l'ELNA présents dans la capitale. De plus, le 4 juin, les FAPLA attaquèrent le seul camp de l'UNITA encore présent à Luanda, tuant ou exécutant sommairement au moins 50 recrues du FALA. Cette phase de la bataille pour Luanda prit fin avec un nouveau cessez-le-feu, le 7 juin 1975, négocié par le Kenya. Celui-ci prévoyait le retrait de facto des 3 mouvements de la capitale angolaise et la réduction de leurs contingents respectifs à 500 combattants chacun. Comme c'était désormais habituel, ni le FNLA, ni le MPLA, ni l'UNITA ne respectèrent cet accord. Bien que fortement secoué, le contingent de l'ELNA était loin d'être vaincu. De même, l'UNITA restait déterminé à conserver une présence dans la ville quoi qu'il arrive. Cependant, le MPLA fut bientôt renforcé par un groupe de tigres katangais mené par le capitaine Grégoire Mulombo, ce qui le rendit prêt à porter le coup fatal au FNLA. Le 9 juillet, soutenu par les milices du Poder Populaire et par 2 véhicules blindés BTR 152 livrés par l'Algérie, les forces du MPLA lancèrent une attaque décisive contre les positions de l'ELNA, autour de Luanda. Ces positions furent en grande partie détruites avant que les troupes du MPLA ne progressent vers la base principale de l'ELNA, au cœur de la capitale. Après plusieurs jours de combats intenses, les survivants de l'ELNA furent encerclés dans le fort Sao Pedro da Barra. Grâce à la médiation portugaise, ils obtiennent l'autorisation d'évacuer le 14 juillet. Parallèlement, Jonas Savimbi jugea que la présence de l'UNITA à Luanda n'était plus tenable. Il négocia donc l'évacuation de ses militants. Un convoi d'environ 180 camions transportant plusieurs milliers de personnes prit la route vers Dondo, mais tomba le 12 juillet dans une embuscade du MPLA. Le nombre exact de morts reste inconnu, mais il est sûr que la majorité des combattants de l'UNITA ainsi que presque tous les civils furent massacrés. Après près de 6 mois de combats intermittents et environ 40 000 morts entre mars et mi-juillet 1975, le MPLA contrôlait désormais totalement la capitale. Entre la fin juillet et la mi-octobre 1975, la guerre civile s'est étendue à tout le pays. Les fronts étaient instables, offensives et contre-offensives se succédaient. De nombreuses localités changeaient de main plusieurs fois. Après sa défaite à Luanda, le FNLA se replie à Ambrise et bénéficie d'un soutien étranger accru, principalement américain et zaïrois. Les États-Unis vont financer secrètement le FNLA via la CIA et livrent d'importantes quantités d'armes. Des vétérans portugais renforcent également l'ELNA. Malgré une reprise initiale et la capture de Kakisto fin juillet, l'offensive vers Luanda échoue fin août face à la contre-offensive du MPLA, appuyée par les premières livraisons d'armes soviétiques. Pendant ce temps, l'UNITA s'impose dans le sud et le centre du pays avec un soutien populaire important, puis reçoit une aide sud-africaine à partir d'octobre. Le MPLA consolide son contrôle de la côte, à Soumbé, Lobito et Benguela, mais se heurte à une résistance croissante à l'intérieur. Les combats dans le sud restent indécis et coûteux pour les 2 camps. Ainsi, la situation à l'indépendance reste compliquée. Le MPLA contrôle Luanda et une zone centrale du pays. Le FNLA domine le nord-est avec l'appui du Zaïre. L'UNITA de son côté tient le sud-ouest et les hauts plateaux, soutenus par l'Afrique du Sud. L'Angola devient indépendant dans un pays déjà fragmenté, au cœur d'un conflit désormais internationalisé, prélude à une guerre longue impliquant puissance régionale et mondiale. Le conflit angolais s'inscrit dès l'origine dans un contexte international marqué par la guerre froide. Le MPLA bénéficiait du soutien constant de l'Union soviétique depuis sa création, renforcé après le coup de Lisbonne en 1974, tandis que Cuba assurait formation militaire et protection du président Agostinho Neto dès 1966. La Chine, dans le cadre de la rivalité sino-soviétique, choisit de soutenir d'abord le FNLA, puis l'UNITA. Après une visite de Holden Roberto à Pékin en décembre 1973, au cours de laquelle Deng Xiaoping promit une aide substantielle. Dès juin 1974, les instructeurs chinois arrivèrent à Kikunzo, suivis en août par 450 tonnes d'armement, tandis que la Roumanie confirmait également son soutien.
Fin août 1974, le FNLA lança une grande offensive, appuyée par des troupes zaïroises infiltrées dans le nord de l'Angola. Les intérêts régionaux jouèrent un rôle décisif. Le Zaïre de Mobutu soutenait le FNLA pour des raisons familiales, géopolitiques et sécuritaires, notamment par crainte d'une prise de contrôle soviétique de l'Angola et en réaction aux liens entre le MPLA et les anciens gendarmes katangais. La Zambie, pays enclavé, adopta une position officiellement neutre, mais vit dans le chemin de fer de Benguela un enjeu économique vital, surtout après la fermeture de la frontière rhodésienne en 1973. Le Congo-Brazzaville soutenait principalement le MPLA, motivé autant par l'idéologie que par les enjeux pétroliers de Cabinda, tandis que l'Afrique du Sud de l'apartheid défendait des intérêts économiques majeurs et redoutait qu'un gouvernement hostile à Luanda n'ouvre des bases à la SWAPO et à l'ANC. Le Gabon et la France vont soutenir, eux à leur niveau, le FLEC, essentiellement par des aides financières. Après le départ des dernières troupes portugaises en août 1975, le nord de l'Angola passa sous contrôle du FNLA, tandis que le MPLA, via le FAPLA, progressa rapidement le long de la côte, prenant Soumbé, Lobito et Benguela. Le 4 août 1975, l'UNITA déclara officiellement la guerre au MPLA après l'attaque de Lusso. En octobre 1975, l'UNITA reçut un soutien direct sud-africain, incluant des conseillers et des blindés. Mais une embuscade près de Balombo, le 5 octobre, limita son avancée. Face à cette situation, l'Afrique du Sud lança l'opération Savannah. À partir d'octobre 1975, une intervention clandestine visant à soutenir le FNLA et l'UNITA sans implication officielle. En novembre 1975, l'engagement sud-africain s'intensifia avec la création de la Task Force 101 et le déploiement de plusieurs battle groups. À la mi-novembre, des forces sud-africaines étaient présentes en Angola depuis près d'un mois. Des mercenaires américains et européens appuyaient le FNLA et l'UNITA, tandis que le Zaïre de son côté intervenait au nord. Entre le 1er et le 12 décembre 1975, de violents combats eurent lieu sur l'axe Wakukongo-Kubala, notamment autour du pont 14. Grâce à une supériorité d'artillerie, les forces sud-africaines infligèrent de lourdes pertes aux forces angolano-cubaines. Le 12 décembre 1975, après une offensive mécanisée, les Sud-Africains reprirent l'initiative tactique, causant environ 400 morts ennemis, dont de nombreux Cubains, malgré un ordre de Pretoria suspendant toute avancée ultérieure. Sur le plan stratégique, la dynamique bascula fin 1975. La révélation de l'intervention sud-africaine par le Washington Post le 22 novembre 1975, puis le vote de la Clark Amendment dans le Congrès américain le 19 décembre 1975, interdirent toute aide supplémentaire au FNLA et à l'UNITA. Le Nigeria, la Tanzanie reconnurent officiellement le MPLA, lui accordant un soutien financier. Les divisions internes entre le FNLA et l'UNITA vont culminer lors des affrontements à Ouambo, le 25 décembre 1975. À la conférence de l'OUA à Addis Abeba le 10 janvier 1976, un basculement diplomatique en faveur du MPLA se reproduisit. Militairement, à partir de janvier 1976, le MPLA, appuyé par environ 1200 soldats cubains, lança une série d'offensives décisives. Le 23 janvier 1976, le MPLA annonça des gains sur tous les fronts. Le 24 janvier, l'Afrique du Sud déclara son retrait. Le 27 janvier, l'UNITA abandonna Ouambo. Au 1er février 1976, le FNLA ne contrôlait plus que 3 villes. Le 10 février, Benguela et Lobito tombèrent, suivis le 12 février par Lusso et Silva Porto. Le 11 février 1976, l'Union africaine reconnut officiellement le MPLA comme gouvernement légitime de l'Angola. Le conflit s'acheva diplomatiquement avec l'accord de Brazzaville du 29 février 1976, signé entre Agostinho Neto et Mobutu. Il prévoyait l'arrêt des opérations transfrontalières, l'expulsion du FNLA, de l'UNITA et des FLEC du Zaïre, le retour des réfugiés angolais et le rapatriement des gendarmes katangais. Toutefois, cet accord resta largement inappliqué et l'UNITA annonça sa transition vers une guerre de guérilla, marquant la fin de la phase conventionnelle du conflit. Le Zaïre, malgré son soutien au FNLA, réalisa que la situation était désespérée et chercha à limiter les dommages à la réputation de Mobutu et à préserver son pouvoir. Parmi les premières mesures, le pays interdit l'entrée de mercenaires sur son territoire. Le 29 février, les présidents Agostinho Neto et Mobutu se rencontrèrent à Brazzaville et signèrent l'accord de Brazzaville stipulant aucune activité militaire ne serait tolérée depuis le territoire de l'un contre l'autre. Le FNLA et l'UNITA devaient quitter le Zaïre. Le FLEC ne pourrait plus opérer depuis Kinshasa. Les réfugiés angolais devaient retourner dans leur pays d'origine. Les 6000 gendarmes katangais seraient rapatriés au Zaïre. Cet accord ne fut jamais appliqué. Le FNLA poursuivit ses opérations depuis le Zaïre,
Le FLEC continua ses actions et les gendarmes katangais tentèrent de renverser Mobutu. Le retrait sud-africain début 1976 permit au MPLA de consolider son pouvoir. Mais le pays restait dévasté, les infrastructures étaient détruites, l'administration paralysée, l'économie effondrée, la pénurie de personnel qualifié et l'analphabétisme généralisé. Face à cette crise, le MPLA, soutenu par l'URSS et Cuba, lança des politiques sociales et nationales ambitieuses. Il nationalisa de nombreuses entreprises et tenta de restructurer l'armée, tout en affrontant des rivalités internes et la tentative du coup d'État en mai 1977 menée par Nito Alves. Après la mort de Neto en 1979, José Eduardo dos Santos prit la direction, marquant un renforcement du pouvoir central et l'émergence de la corruption. La guerre civile se poursuivit néanmoins. La FAPLA, épaulée par les Cubains, infligea des revers à l'UNITA entre 1976 et 1978. Mais la guérilla survécut malgré la réduction de l'aide étrangère, ouvrant une nouvelle phase du conflit angolais. À la fin des années 1970, l'UNITA n'est plus une simple guérilla dispersée dans la brousse angolaise. Battue mais pas détruite après l'intervention sud-africaine de 1975-1976, elle se transforme en une organisation militaire structurée, capable de survivre, de manœuvrer et de frapper sur la durée. Sous l'autorité directe de Jonas Savimbi, la FALA évolue vers un modèle hybride, mêlant contrôle local, guérilla mobile et unité plus lourdement armée, inspirée à la fois des guerres révolutionnaires asiatiques et des réalités du champ de bataille angolais. Cette mutation repose sur un réseau complexe de soutien extérieur, où se croisent intérêts régionaux, stratégies de la guerre froide et alliances discrètes. Après un retrait officiel, l'Afrique du Sud revient progressivement dans le jeu, faisant de l'UNITA un outil stratégique contre la SWAPO et contre le MPLA soutenu par Cuba et l'URSS. À ce soutien sud-africain s'ajoutent des filières internationales plus opaques, transformant ainsi une insurrection locale en guerre par procuration à l'échelle régionale et mondiale. En 1978, la branche armée de l'UNITA, la FALA, reposait sur une structure tripartite. Elle comptait environ 3000 miliciens locaux, faiblement armés et statiques, chargés du contrôle de la population, près de 8000 guerrilleros mobiles, opérant en petites unités pour des actions de harcèlement, et environ 4000 combattants mieux équipés, organisés en compagnie de 100 à 200 hommes, disposant parfois de mortiers de 81 mm ou de canons sans recul de 75 mm. Ces forces étaient structurées en régions militaires, au moins 19, fin 1978, rattachées à 4 fronts, eux-mêmes subdivisés en secteurs et zones. Les unités pouvaient être redéployées d'une région à l'autre et les opérations majeures étaient directement coordonnées par Savimbi lui-même. La transformation des FALA n'aurait pas été possible sans un soutien extérieur massif. Après le retrait de la SADF en mars 1976, l'aide sud-africaine reprit progressivement avec l'opération Silver, d'abord limitée. Entre 1977 et 1978, environ 1400 tonnes de matériel furent livrées à l'UNITA. L'arrivée au pouvoir de Pieter Willem Botha en 1978 entraîna la signature d'un accord formel. En échange d'un soutien militaire accru, l'UNITA devrait contenir la SWAPO dans le sud-est de l'Angola. À partir de 1981, l'aide inclut des armes lourdes capturées et des programmes de formation en Afrique du Sud et en Namibie, avec parfois une participation directe d'unités du SADF. Ce soutien fut complété par le Safari Club, coordonné par le SDEC français sous Alexandre de Marange, avec l'appui du Maroc, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Égypte et de la Tunisie. Savimbi établit un QG à Rabat. Le financement provenait surtout de l'Arabie Saoudite, environ 10 à 15 millions de dollars entre 1977 et 1983, tandis que la Chine livrait jusqu'à 450 tonnes d'armes par mois via Matadi, puis via l'Afrique du Sud. Ces livraisons comprenaient des fusils de type 56, des RPG, mortiers, mitrailleuses lourdes et quelques lance-roquettes multiples de type 63. La formation des premières unités semi-régulières débuta en janvier 1979, lorsque 350 guerrilleros furent entraînés par des instructeurs sud-africains au camp Delta. En avril 1979, le premier bataillon fut engagé en Angola. Dès juin 1980, 5 bataillons étaient opérationnels. Un second camp, le Tiger, ouvrit en février 1980 pour accélérer la montée en puissance. Selon le renseignement cubain, la FALA disposait de 16 bataillons semi-réguliers en 1982, organisés autour de 3 états-majors de brigades, puis de 20 bataillons et 4 brigades en 1983. Ces forces dites stratégiques étaient placées sous le commandement opérationnel stratégique de FALA. La base de Djamba devint le centre névralgique de l'organisation, avec des cycles de formation plus longs et structurés que ceux des guerrilleros classiques. Entre 1980 et 1984, l'UNITA développa une logistique remarquable,
Sa flotte terrestre passa d'environ 50 camions en 1980 à 300 en 1982, principalement des véhicules capturés et adaptés au diesel. Les convois opéraient sur un vaste réseau de pistes, incluant le Savimbi Trail, et étaient protégés au point de franchissement critique par des unités anti-aériennes. En parallèle, l'UNITA disposait de pistes d'atterrissage et bénéficiait de largage aérien sud-africain, passé de 25 missions en 1979 à 84 en 1983. Un réseau radio sophistiqué comptait plus de 900 postes modernes au début des années 1980 qui reliaient Djamba au front. Ce système, bien que codé, fournissait aussi des renseignements précieux à des adversaires. L'UNITA développa également ses capacités SIGINT, avec un centre d'interception installé à Djamba en 1981. Sur le plan territorial, le nombre de régions militaires passa à 22 en 1979. Lors du 5e congrès de 1982, les fronts Est, Nord et Ouest furent redéfinis comme fronts stratégiques, illustrant la centralisation croissante du commandement. À cette date, Savimbi revendiquait environ 20 000 combattants, entraînés et armés. S'il faudrait souligner un certain calme durant cette période, malheureusement, un élément viendra relancer la bataille. En effet, les procès d'activistes de l'UNITA accusés d'avoir participé à des attentats à la bombe l'année précédente à Luanda et à Huambo étaient en cours. Parmi les incidents cités lors du procès à Luanda devant un tribunal révolutionnaire, on comptait un attentat à la bombe dans une foire qui fit 10 morts et une attaque contre un train de banlieue qui causa la mort de 17 personnes. Parmi les incidents cités au tribunal révolutionnaire de Huambo, on mentionnait un attentat à la bombe sur un marché ayant entraîné la mort de plus de 150 personnes. Le 29 juillet 1980, 16 membres des cellules de sabotage de l'UNITA à Luanda furent condamnés à mort. L'UNITA répondit par un communiqué déclarant que si les 16 de Luanda étaient exécutés, 50 de ces prisonniers du MPLA seraient immédiatement éliminés. Dans un autre communiqué du bureau politique, l'UNITA affirmait « Ces condamnations à la peine capitale s'ajoutent à la longue liste d'exécutions, d'emprisonnement arbitraire, d'intimidation et d'autres méthodes de répression utilisées par le MPLA pour imposer la loi à un peuple privé de ses droits humains et élémentaires. » Se référant à la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'accord conclu à Alvord en 1975, l'UNITA fit appel à l'ONU, à l'OIA et à l'Amnesty International pour intervenir afin de protéger les libertés démocratiques et de sauver la vie des hommes condamnés. Le 5 août, le MPLA annonça que les 16 de Luanda avaient été exécutés. L'UNITA suspendit sa menace d'exécution immédiate de prisonniers du MPLA à la lumière des messages de sympathie et des demandes de clémence provenant d'organisations humanitaires internationales et de pays amis. Le mouvement entama une période de deuil de 90 jours, mais avertit que, pendant cette période, tout soldat ennemi capturé devrait être exécuté sommairement. Une offensive militaire fut lancée en mémoire des hommes exécutés. Elle commença par une attaque massive contre le principal dépôt de carburant de Lobito, que l'UNITA déclara totalement détruit par des explosifs et autres actions militaires dans la nuit du 10 août. Reconnaissant que 2 énormes réservoirs de carburant avaient été détruits lors de l'attaque, le MPLA déclara que plus de 10 000 mètres cubes d'essence sur une capacité totale de 22 500 mètres cubes avaient été perdus. L'UNITA fit exploser la centrale électrique de Huambo le 18 août, privant la ville d'électricité pendant 3 jours. 6 jours plus tard, 9 membres des cellules de l'UNITA jugés à Huambo furent exécutés par peloton d'exécution. Le même jour, l'UNITA ordonna la mise à mort immédiate par peloton de 15 officiers du MPLA, allant du grade de sergent à lieutenant pour atrocités contre des civils sans défense. Ces exécutions eurent un effet d'escalade, faisant grimper le niveau de violence en Angola à de nouveaux sommets. Les dirigeants du MPLA déclarèrent qu'il n'y avait plus aucune perspective pour le fonctionnement normal du chemin de fer de Benguela, tant que le problème de la Namibie ne serait pas résolu. Et le commissaire Petrov admit que les 25 locomotives diesel qui circulaient auparavant sur la ligne avaient été réduites à 5 à cause des sabotages. En novembre 1980, Jimmy Carter fut battu par le candidat républicain Ronald Reagan lors de l'élection présidentielle américaine. Cela allait une fois de plus changer favorablement le sort de Jonas Savimbi. La meilleure nouvelle depuis le début de la guerre de libération il y a 5 ans contre les Cubains et le MPLA, déclara Savimbi lors de l'investiture de Ronald Reagan au début de janvier 1981 en tant que président. L'élection de Reagan est notre espoir car elle représente un coup significatif contre l'expansionnisme soviétique et en faveur du départ des Cubains. Reagan avait promis pendant sa campagne électorale qu'il tenterait de persuader le Congrès d'abroger l'amendement Clark afin que l'aide américaine puisse reprendre à l'UNITA. La position de Savimbi fut également renforcée en janvier 1981 avec l'échec des pourparlers parrainés par l'ONU sur l'avenir de la Namibie.
qui avait lieu à Genève depuis novembre 1980. Ces discussions réunissaient l'Afrique du Sud, la SWAPO, l'ONU, le groupe de contact d'intermédiaires occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France et l'Allemagne de l'Ouest, 2 des 5 principaux partis anti-SWAPO de Namibie, ainsi que la Zambie et d'autres États africains. L'Afrique du Sud précipita l'échec de la conférence, arguant que l'ONU ne se comportait pas de manière impartiale entre elle et la SWAPO. Seulement, à cette époque, Pretoria détenait une nette supériorité militaire sur la SWAPO. Indépendamment de l'impartialité de l'ONU, l'Afrique du Sud ne voyait simplement aucune raison de considérer l'indépendance de la Namibie, alors qu'elle pouvait, sur le plan diplomatique, exiger le retrait des troupes cubaines d'Angola, comme condition de son propre retrait de Namibie. Faute de règlement en vue, Savimbi était assuré du soutien continu de l'Afrique du Sud alors qu'il consolidait ses forces. Avec la saison des pluies de 1981, l'équilibre militaire bascula de nouveau. En janvier, la Fala reprit Savate et Pumpa, ouvrant la voie à une offensive contre Mavinga le 13 mars. La brigade FAPLA locale, lourdement éprouvée, se replia. Envoyant en renfort en mai 1981, la 18e brigade d'infanterie fut stoppée par la rivière Lomba, par une embuscade d'un bataillon Fala. Cette résistance permit à l'UNITA de concentrer 5 bataillons semi-réguliers, environ 4000 hommes. Le 28 mai 1981, la 18e brigade s'effondra en quelques heures. Seuls 157 soldats atteignirent Cuito-Cuanavale, événement marquant un tournant dans la perception de l'UNITA par le commandement FAPLA. Frustré par les limites imposées à ses opérations contre l'APLAN, l'organisation militaire de la SWAPO dans le Kunene, l'Afrique du Sud lança l'opération Protea à la mi-81. Près de 4000 hommes, organisés en 3 task forces, furent engagés avec un appui massif. Ratel, artillerie, mortier, MRLS et drones de reconnaissance. Les forces angolano-cubaines, malgré une organisation conforme à la doctrine soviétique, souffraient d'un déficit critique en défense anti-aérienne et d'une infériorité aérienne marquée. Protea fut un succès décisif. Xangongo, Ngiva, Mongoa et Pepe tombèrent, causant plus de 800 morts et 46 prisonniers parmi les FAPLA et plans. De grandes quantités de matériel furent capturées, notamment des chars T-34-85, des PT-76, de l'artillerie, une partie étant remise à l'UNITA. En réponse, Cuba renforça massivement son dispositif. En décembre 1981, 2 nouveaux régiments d'infanterie mécanisés furent créés à Kubango et Mwenenge, suivis en 1982 par les Rimkala. Les effectifs cubains atteignirent environ 30 000 hommes en 1983. Un commandement intermédiaire, groupement des troupes du Sud, ATS, fut mis en place sous le général Leopoldo Centras Frias, regroupant 7 bataillons de chars T-54-55, de l'artillerie et une défense anti-aérienne renforcée. Parallèlement, Mission Olivier engagea entre 1981 et 1982 plus de 2700 conseillers cubains pour soutenir la contre-insurrection et former de nouveaux cadres angolais, notamment à l'école de Funda. Après avoir consolidé son emprise sur le Kwango-Kubango, la Fala poursuivit le renforcement de ses forces semi-régulières et projeta son effort vers le Mexico, tout en intensifiant ses opérations dans les provinces centrales Bié, Huambo, Benguela, Huila, Kwanza-Sul, Malanje, et en infiltrant Oudjé fin 1982. Dans ces régions densément peuplées, la guérilla visa prioritairement les infrastructures économiques et de communication, aggravant une situation déjà fragilisée par la mauvaise gestion étatique. Dès août 1981, les conseillers cubains furent directement engagés. Une embuscade sur la route Matala-Dondo toucha un détachement de la 57e brigade. 2 semaines plus tard, grâce aux interceptions radio, la 53e brigade neutralisa un parachutage de 38 tonnes d'armes, largué par un avion sud-africain le 26 août 1981, près de la rivière Tombolé. La conférence angolo-cubano-soviétique des 10 et 11 juillet 1981 lança l'opération 7e anniversaire des FAPLA, mais ses résultats restèrent limités, hormis dans le centre où plusieurs brigades empêchèrent une attaque contre le barrage de Gové. À la fin de 1981, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, devrait nourrir environ 60 000 personnes, soit 120 000 de moins qu'un an plus tôt. À partir de fin 1982, les convois cubains devinrent les cibles prioritaires. Entre novembre et décembre 1982, plusieurs embuscades causèrent des pertes significatives. En réaction, Cuba créa en octobre 1982 la Campagne Avancée Remos, unité d'escorte spécialisée de 124 hommes, dotée d'armes lourdes, des mortiers de 82 mm, des EPI-4, des AGS-17 et des véhicules Ural blindés localement. Entre octobre 1982 et janvier 1983, de nouvelles tactiques d'escorte et de contre-attaque immédiate furent mises en œuvre,
améliorant la survie des convois sans toutefois éliminer la menace. À ce niveau, un accord de cessez-le-feu était nécessaire. L'un des principaux héritages de l'opération Askari fut l'ouverture de négociations directes entre Luanda et Pretoria, conclues par l'accord de Lusaka à la mi-février 1984. Celui-ci prévoyait le retrait complet de la SADF du Kunene, tandis que l'Angola s'engageait à empêcher la SWAPO de s'y réinstaller, sous la supervision d'une commission conjointe FAPLA-SADF. Pour le gouvernement de José Eduardo dos Santos, l'accord constituait un succès stratégique, réduisant la pression sud-africaine et permettant de concentrer l'effort contre l'UNITA. A l'inverse, la réaction cubaine fut extrêmement négative. Fidel Castro et la MMAK, mission militaire cubaine en Angola, y virent un risque de trahison stratégique, craignant que Cuba ne se retrouve isolée dans une guerre désormais perçue comme interne. Castro soulignait les sacrifices consentis par la Havane et redoutait un scénario comparable à ceux de l'Égypte, de la Somalie ou du Mozambique, où des succès militaires avaient précédé un réalignement politique pro-occidental. L'accord de Lusaka n'affecta en rien le soutien sud-africain à l'UNITA. Forte de ses succès de 1983, la FALA lança au début de 1984 une opération audacieuse contre Sumbe, à seulement 270 km de Luanda, sous l'autorité du deuxième front stratégique, qui était commandé par le brigadier Joaquim Chondovaya. La ville, défendue par une garnison hétéroclite d'environ 460 hommes, fut attaquée à l'aube du 25 mars 1984 par environ 1500 combattants FALA, incluant le 517e bataillon semi-régulier, appuyé par des mortiers de 60 et 82 mm. La surprise initiale permit aux insurgés de pénétrer jusqu'au centre-ville, mais la résistance cubaine transforma l'engagement en combat urbain violent, bloquant l'offensive. L'UNITA se replia avec 10 otages, portugais et bulgares, au prix de 42 tués, avant d'être soumise à une riposte aérienne massive de la MMK. L'échec partiel de l'opération fut compensé par un attentat à la voiture piégée à Huambo le 19 avril 1984, visant directement les Cubains. À la mi-1984, l'arrivée massive de renforts angolais et alliés incita le commandement à lancer une offensive conventionnelle de grande ampleur dans le centre-est. L'offensive, lancée en mai 1984, força l'UNITA à engager une concentration inhabituelle de ses unités semi-régulières. Si celles-ci stoppèrent initialement l'avancée, elles subirent de très lourdes pertes sous les frappes aériennes répétées. Pendant la saison sèche de 1984, les forces gouvernementales se replièrent à leur sans victoire décisive. Mais ayant infligé de pertes sévères à la FALA, cette campagne permit surtout de gagner du temps pour moderniser un aéroport stratégique à l'est, opérationnel à la mi-juillet 1984, modifiant durablement l'équilibre régional. En 1985, une offensive des FAPLA vers Kazombo entra en collision avec des forces FALA, préparant une attaque sur Luo, donnant lieu à un combat de rencontre intense. Grâce à la supériorité de feu, aux blindés et à l'appui aérien cubain, des MiG-23, les forces gouvernementales progressèrent rapidement. L'UNITA appela à l'aide Pretoria, déclenchant l'opération Magneto avec conseiller Valkyrie et un pont aérien logistique. Malgré cela, l'avancée angolaise ne put être stoppée. Kazombo fut sécurisé en septembre 1985 au prix de lourdes pertes, marquant un affaiblissement durable de la capacité offensive de l'UNITA dans l'Est. En 1985, le pétrole représentait 90% des recettes d'exportation du pays. Savimbi écrivait « Notre stratégie consiste à augmenter le coût de l'occupation étrangère de l'Angola, jusqu'à ce que les Cubains et les Soviétiques ne puissent plus le supporter. Une combinaison de coûts militaires, financiers et politiques croissants finira par chasser les forces impérialistes de nos rivages. » Les prix mondiaux du pétrole avaient chuté, passant de 25 $ le baril à la mi-1975 à moins de 10 $ à la mi-1986. Le 19 février 1986, le président dos Santos annonçait que, face à cette baisse des prix, le budget angolais pour 1986 passerait de 3 milliards à 2,4 milliards de dollars américains et des coupes supplémentaires seraient nécessaires en cas de nouvelle baisse. En juin 1986, l'Arabie Saoudite, principal exportateur mondial et l'un des principaux financiers internationaux de Savimbi, augmenta sa production quotidienne à 6 millions de barils, 3 fois plus qu'un an et demi auparavant, accentuant ainsi la baisse des prix. Pendant la saison des pluies de 1986, Savimbi continuait de plaider auprès du monde occidental pour qu'il comprenne la nature de la lutte en Angola. Il affirmait que l'UNITA se battait pour une Angola libre, indépendante et démocratique contre les Cubains et les Soviétiques, qui niaient au pays son existence. Savimbi reconnaissait l'aide reçue de l'Afrique du Sud, mais rejetait l'idée que cela signifiait un soutien à l'apartheid, qu'il qualifiait d'idéologie morte, incapable d'être exportée. Pour Savimbi, l'Angola est le Munich de l'Afrique.
L'UNITA est la clé de l'Angola, l'Angola est la clé de l'Afrique, et l'Afrique est la clé de l'Occident. Et, concluait-il, je ne suis pas seul dans cette évaluation, les soviétiques sont d'accord. En octobre 1986 et juillet 1987, les combats se concentrèrent sur le Mexico et les axes Mavinga, Quito, Cuanavale. Les offensives FAPLA furent ralenties par les embuscades, les mines et l'artillerie mobile de la FALA, soutenues par la SADF. Face à la progression angolaise, Pretoria lança l'opération Modular en juin 1987 sous le général André Liebenberg. Les combats autour de la rivière Lomba en août et septembre 1987 prirent la forme d'un jeu du chat et de la souris, mêlant frappes nocturnes, embuscades et duels d'artillerie. Malgré de lourdes pertes infligées aux brigades FAPLA, la FALA subit elle aussi des pertes comparables. Environ 1000 tués reconnus début octobre 1987. Après l'échec de l'opération Salut d'octobre, Pretoria décida fin septembre 1987 de poursuivre l'offensive, afin d'empêcher toute attaque sur Mavinga en 1988, visant au minimum l'élimination de la présence FAPLA à l'est du Quito. À mesure que les combats se rapprochaient de Quito-Cuanavale, l'avantage logistique et aérien passa progressivement du côté angolano-cubain. Le 27 septembre 1987, des MiG cubains abattirent un Mirage F-1CZ, contraignant la SAF, la force aérienne sud-africaine, à limiter ses opérations. Face à la gravité de la situation, Fidel Castro ordonna en novembre 1987 l'engagement direct de l'ATS, lançant l'opération Maniobra. Le déploiement des forces cubaines supplémentaires, incluant des brigades SA-6, marqua une nouvelle phase du conflit, ouvrant la voie aux batailles décisives de 87-88 au cours de Quito-Cuanavale. Malgré les succès et les revers, la bataille de Quito-Cuanavale donna lieu à une lutte d'interprétation intense. Certains estiment que la SADF a remporté une victoire glorieuse. D'autres considèrent que le refus de Quito-Cuanavale par les Sud-Africains marque leur échec stratégique et annonce le déclin de l'apartheid. Quoi qu'il en soit, cette confrontation aboutit à des négociations de paix, médiées par les États-Unis, et à l'accord signé à New York en septembre 1988, ouvrant la voie à l'indépendance de la Namibie en 1990 et à la fin progressive du conflit angolais. Le 9 mars 1988, Fidel Castro ordonna à la 50e division cubaine, dirigée par le général Enrique Acevedo, d'avancer depuis l'Afrique du Sud occidentale, qui est l'actuelle Namibie, vers le sud de la province de Cunene, avec un objectif potentiellement d'attaque contre la SADF. À la frontière, une progression jusqu'en Namibie. Baptisée Opération Antonio Maceo, cette offensive avait été planifiée dès janvier 1988. Malgré la cessation officielle du soutien sud-africain, les États-Unis continuaient à fournir à l'insurrection 45 à 60 millions de dollars annuels en matériel. Jonas Savimbi, repositionné comme protagoniste de l'anticommunisme, bénéficiait du soutien de la CIA et de réseaux privés américains. À la mi-1988, la FALA revendiquait 40 000 combattants, dont 28 000 réguliers, contrôlant la quasi-totalité du Moxito au sud du chemin de fer de Benguela, presque tout le Kwando Kubango, une large partie du Bié. L'UNITA disposait d'une infrastructure logistique étendue, routes, dépôts, pistes d'atterrissage, d'un arsenal comprenant des T-34-85, des T-54-55, des BM-21, des canons de 76-122 mm, des mortiers jusqu'à 120 mm, des FIM 92, des Stinger, des SA-14 et d'unités mobiles adaptées à la guerre semi-conventionnelle. À la fin de 1988, la FALA intensifia ses opérations dans le sud et l'est de l'Angola, tentant de pénétrer dans Huambo et Benguela, région majoritairement Ovibondo. La première offensive sur Huambo fut arrêtée à l'est et au sud de Quito, forçant Savimbi à publier des rapports sur des supposées victoires et l'abattage d'avions de transport angolais et cubains les 15 et 18 juin. Après le raid du 27 juin 1988, toutes les unités cubaines du sud de la province du Cunene se préparaient à une riposte sud-africaine. Cependant, le commandement de la SADF fut suffisamment impressionné pour abandonner les plans visant à expulser l'ennemi de la zone. La 10e division de la SADF fut chargée de préparer la défense de l'Afrique du Sud-Ouest, avec des plans couvrant plusieurs scénarios, contrer des infiltrations massives d'insurgés de l'APLAN, mettre en place une défense mobile en profondeur en cas d'invasion cubaine, ou même effectuer un assaut aéroporté sur le port de Namibie. Si les Cubains progressaient au sud de la frontière, les phares devaient être attirés profondément en Afrique du Sud-Ouest, loin de leur base pour être frappés par des attaques aériennes et des contre-attaques depuis l'Est, les repoussant vers Chipa, Xangongo et Ondiva, puis encore plus au nord. Face à la complexité de cette situation, Pretoria choisit la diplomatie. En juin 1987, Luanda et Washington entamèrent des négociations, rejointes en janvier 1988 par Cuba, puis par l'Afrique du Sud.
Cela aboutit à un cessez-le-feu effectif le 8 août 1988, suivi des accords de New York, signés le 22 décembre 1988, qui accordèrent l'indépendance de l'Afrique du Sud-Ouest sous le nom de Namibie, régulèrent le retrait des troupes cubaines et sud-africaines d'Angola à partir du 1er avril 1989 et prévoyaient le retrait cubain sur 27 mois, en raison de 3000 soldats par mois. Le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU adopta la résolution 626, créant la UNAVEM, pour contrôler le désengagement. Pendant ce temps, les FAPLA profita de la situation pour se réorganiser. Avec l'URSS en crise, Moscou accepta de livrer tout type d'armement demandé par Luanda et les conseillers soviétiques restèrent dans le pays. Les Angolais établirent également des liens avec l'Europe occidentale, achetant des armes via des intermédiaires français. En mai 1990, les FAPLA comptaient environ 120 000 soldats, repartis en 4 régions militaires. Les forces cubaines se retirant cessèrent le combat direct, se concentrant sur la dissuasion, la protection des infrastructures stratégiques, la coordination logistique et la défense aérienne. En parallèle, Luanda sollicita la formation militaire auprès du Portugal et de la Corée du Nord. En décembre 1988, la situation atteignit une impasse, mais Savimbi resta déterminé. En janvier 1989, quelques jours après avoir proposé un cessez-le-feu immédiat et des négociations directes avec le gouvernement, il ordonna à la FALA de lancer une nouvelle offensive à grande échelle et multi-axe sur Huambo, établissant ainsi un schéma de proposition de paix et de négociation systématiquement suivi de nouvelles attaques. Le cessez-le-feu de 1989 n'abolit pas la guerre civile, mais il offre une pause cruciale permettant de stabiliser certaines régions et de créer un climat propice aux négociations politiques. Pour la première fois depuis des années, l'ombre de la guerre s'éloigne assez pour laisser entrevoir la possibilité d'élections et d'un règlement plus durable, annonçant la transition vers une phase moins militaire et davantage politique du conflit angolais. Entre octobre et novembre 1988, la FALA attaque les garnisons le long du chemin de fer de Benguela et tente de prendre Huambo et Coimba, tandis que les FAPLA renforcent ses positions avec des brigades mécanisées. En janvier 1989, Savimbi lance une nouvelle offensive malgré les propositions de cessez-le-feu. Les affrontements incluent des frappes aériennes et l'usage de missiles Stinger. Avec le retrait des forces sud-africaines et cubaines en octobre-décembre 1989, les FAPLA lancent l'opération Final Assault, avançant depuis Cuito Cuanavale vers Mavinga et Djamba. Après des combats acharnés, Mavinga est capturé le 2 février 1990. Mais les deux camps restent dans une impasse. Savimbi, blessé au combat mais rétabli, se rend aux États-Unis pour obtenir un soutien et le financement approprié. Il constate que la FALA ne peut déloger les FAPLA de Mavinga et décide de frapper ailleurs. 2 bataillons attaquent les infrastructures autour de Luanda. L'UNITA profite de la dispersion des forces gouvernementales et réussit à s'implanter sur de vastes zones du nord de l'Angola, jusqu'aux frontières avec le Zaïre et la Zambie, incluant des champs pétrolifères et des villes stratégiques. Le 7 mai, la garnison de Mavinga reçoit l'ordre de se retirer vers Cuito Cuanavale. Le retrait devient chaotique à cause du harcèlement constant des insurgés et de l'épuisement logistique. Les unités restantes atteignent Cuito le 15 mai, sont réorganisées et redéployées vers Oudjé et le Zaïre. Malgré les contre-offensives aériennes et terrestres, les pertes, désertions et famines affaiblissent les FAPLA à moins de 50 brigades opérationnelles. L'UNITA conserve des forces trop faibles pour contrôler durablement les territoires conquis, mais reste une menace constante. À partir de septembre 1990, les forces gouvernementales et l'UNITA étaient épuisées et aucune opération majeure n'a été menée jusqu'en avril 1991, lorsque les FAPLA lancent une offensive mécanisée pour reprendre l'UNA et attaquer Mounouango. La dissolution de l'URSS entraîne une grave pénurie de pièces pour les avions angolais, notamment les Su-25, limitant l'aviation à seulement 8 appareils. Constatant qu'aucun camp ne pouvait imposer une solution militaire et que la FALA ne pouvait plus risquer un affrontement de l'ampleur de Mavinga, les deux parties acceptent de revenir à la négociation. Le cessez-le-feu est finalement accepté par Savimbi le 15 mai 1991. En décembre 1990, le MPLA abandonne le marxisme et adopte la social-démocratie. Les derniers Cubains quittent le pays et Angola devient officiellement une démocratie multipartite. Le 31 mai 1991, le MPLA et l'UNITA signent les accords de paix de Bicès, au Portugal, marquant la fin d'une guerre de 16 ans qui a fait plus de 335 000 morts, 500 000 blessés et 600 000 réfugiés, et plus de 800 000 déplacés vers l'intérieur du pays.